L'intégration de personnes autistes dans un milieu de travail demande l'adaptation de la personne autiste et du milieu de travail. C'est un incontournable. Maintenant, est-ce qu'il y a certains milieux de travail qui demandent moins d'adaptation, qui sont plus propices que d'autres? Martin Bernard, enseignant en éducation spécialisée, papa d'une fillette autiste et initiateur de la recherche Osiris, a posé la question à Valérie Martin, professeure en gestion de la santé et sécurité au travail à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Bien, une des choses qu'il faut se rappeler, c'est que les personnes autistes sont très diverses en termes de capacité, d'intérêt. Il y a aussi des grandes différences dans leur milieu de vie. Donc, on ne pourrait pas spécifiquement dire qu'il y a des milieux de travail vraiment idéaux. Moi, je dirais en fait qu'il y a surtout un milieu d'accueil qui est préférable. Donc, des gestionnaires qui sont prêts à être flexibles, qui sont prêtes parfois à se remettre en question, des milieux de travail qui acceptent d'aller au-delà de leurs règles usuelles pour voir comment des choses pourraient être faites de façon différente. Je pense que c'est plus là la clé que la nature des tâches ou de l'industrie quand on veut voir comment mieux intégrer des employés autistes là, dans le monde du travail en général. Mais au-delà du grand cœur des gens qui vont accueillir quand même, là, souvent c'est des gens à la base qui disent « on veut faire notre part, on veut donner la chance à quelqu'un de développer des compétences. » Est-ce qu'on pense à former? Est-ce qu'il faut faire comme un travail préliminaire avec l'équipe qui va recevoir une personne autiste dans son milieu de travail? Ah, c'est certain, puis il faut aller justement au-delà des bonnes intentions parce qu'une personne, même le gestionnaire le plus ouvert du monde, il travaille dans une organisation qui a ses propres impératifs de production. Souvent, il y a lui-même un gestionnaire qui a des attentes de performance envers lui. Donc, si on fait reposer sur le seul superviseur direct avec des bonnes intentions, la responsabilité de faire ces réflexions-là, ces adaptations, de réorganiser son équipe, on fait porter beaucoup de choses sur ses épaules. Donc, il faut que ça soit une réflexion là, plus large des organisations. Je dirais une réflexion plus large aussi sur la capacité puis le désir de voir des gens différents dans l'organisation. Donc, de ne pas nécessairement créer des boîtes puis chercher des gens des employés pour remplir ces boîtes-là, mais de voir comment dans une organisation, on peut trouver des personnes, puis après ça, réfléchir des tâches autour d'eux. Donc, il y a un équilibre à faire entre les deux. Puis avec les personnes autistes, bien, ça peut se poser de façon peut-être un peu plus aiguë parce qu'il y a, sur le plan de la communication, c'est là où se trouvent plusieurs défis. Et la communication, bien, c'est ce qui se passe au quotidien dans une organisation. Hein. On donne des instructions, on donne de la rétroaction, on échange entre nous, que ce soit pour le travail ou que ce soit pour des relations sociales, collégiales entre les gens. On échange avec la clientèle. Donc, quand le défi est sur le plan de la communication, bien, ça devient un peu partout, tout le temps. Donc, il faut vraiment avoir une vision plus large de l'organisation pour être capable de faire ces changements-là. Puis de s'assurer que tout le monde y trouve son compte, en fait, qu'on trouve un équilibre entre l'organisation, ses besoins de production, à la raison même pour laquelle elle a été créée, puis bien, faire en sorte que tout le monde puisse trouver une zone de confort où il peut être productif, faire la tâche, mais avec chacun ses forces, mais avec chacun aussi ses défis. Est-ce que de jumeler à une personne ou deux personnes au lieu d'une équipe complète, est-ce qu'il y a un jumelage qui est plus... Est-ce que c'est meilleur, dans le fond, de faire du jumelage avec certaines personnes que d'élargir à l'ensemble d'une équipe pour une bonne inclusion? On dit parfois que quand c'est la responsabilité de tout le monde, c'est de la responsabilité de personne. Donc, oui, je pense que jumeler avec des gens à l'intérieur de l'organisation, ça, c'est vraiment une stratégie gagnante. S'assurer, apprendre à comprendre une personne, à comprendre un peu ses particularités, qu'est-ce qui fait en sorte que elle va se sentir moins à l'aise, quel type d'instruction, quel type de communication qu'elle va moins bien comprendre. Donc, si effectivement, un ou deux collègues même peuvent s'investir un peu plus pour mieux comprendre ça, puis ça va faire en sorte qu'ils vont pouvoir mieux accompagner l'employé autiste là, dans leur milieu. Évidemment, ça vient avec un superviseur aussi qui a envie de faire cette étape-là, puis qui va reconnaître le rôle aussi de ces employés-là là, qui vont agir comme des soutiens naturels. Parce qu'effectivement, toujours espérer qu'il y ait un soutien professionnel sur place qui provient d'une organisation externe, c'est ni viable, mais je ne pense pas non plus que c'est souhaitable, ni nécessaire dans beaucoup de cas, en fait.
C'est sûr que d'un autre côté aussi, il y a des personnes autistes qui vont intégrer le marché de l'emploi régulier. Donc, des emplois qui sont affichés de façon générale, là, qui sont accessibles à n'importe quelle personne de la communauté et pour lesquels une personne autiste pourrait vouloir aussi poser sa candidature. Donc, dans ce contexte-là, l'accompagnement est un peu différent. Puis, au lieu d'accompagner les équipes en amont, comme c'est fait dans le projet Osiris, là, il faut, une fois que une personne autiste a posé sa candidature, là, l'accompagnement peut se faire en même temps. Il existe des organismes qui font du soutien en emploi, là, un peu partout au Québec, qui peuvent aider des personnes autistes là, dans ce processus-là. Dans d'autres cas, les personnes autistes vont essayer de le faire par elles-mêmes, puis en ayant cherché leur soutien ou, malheureusement, parfois en n'ayant pas de soutien, avec des résultats qui parfois fonctionnent, mais des fois, ne fonctionnent pas toujours, malheureusement. C'est ce qui explique que il y a quand même un taux de chômage très important, là, puis un faible taux d'activité chez les personnes autistes. Quand on regarde les statistiques, là, si on regarde les statistiques de 2017 de l'enquête canadienne sur l'incapacité, il y a seulement 25% des personnes qui sont identifiées comme ayant une incapacité de type développemental sur le marché du travail. Donc, ça reste très faible. C'est pour ça que l'accompagnement puis le développement de projets comme Osiris, c'est vraiment important parce que dans certains cas, c'est de l'accompagnement dans des milieux de travail réguliers, mais dans d'autres cas, ça peut être intéressant de développer des projets particuliers où justement on travaille les organisations en amont pour par la suite pouvoir mieux accueillir là, des personnes qui ont des caractéristiques particulières. Est-ce que les entreprises ont cette ouverture-là, avec votre expérience, là, de former le personnel avant l'arrivée d'une personne à besoin particulier dans son milieu, ou ça se fait un peu dans le vécu de jour à jour? De ce que vous avez vu, ça ressemble à quoi? En fait, ça dépend. Moi, j'ai fait ma thèse sur une organisation qui faisait du soutien en emploi, là, qui s'appelait Action Main-d'œuvre. Ils sont à Montréal. Leur clientèle est spécifiquement les personnes autistes ou qui ont une déficience intellectuelle. Alors, il y avait 2 cas de figure. Il y avait des personnes autistes qui se trouvaient un emploi sur le marché régulier, puis à un certain moment, les choses ne fonctionnaient plus, alors ils venaient chercher du soutien. Dans ce cadre-là, souvent, les gens n'avaient pas divulgué qu'ils étaient autistes à leur milieu de travail, essayaient de fonctionner en cachant un peu leur diagnostic, mais souvent, soit d'emblée, il y avait des différences qui étaient perçues ou rapidement, la personne autiste se retrouvait à accumuler des problèmes en milieu de travail puis se retrouvait face à une possibilité de congédiement. Donc, dans ce cadre-là, c'est clair qu'il n'y avait pas eu de préparation en amont, puis les employeurs n'avaient pas eu la possibilité eux-mêmes de mieux comprendre la situation puis de former leurs équipes. Donc, dans ce contexte-là, ça dépendait de l'ouverture du milieu, de voir ce qui était prêt à tenter un retournement de situation, à comprendre ce qui n'avait pas fonctionné, puis à travailler différemment. L'autre cas de figure, c'était lorsque les personnes, encore là, postulaient sur des emplois, encore là, destinés à tout employé, mais avec l'accompagnement d'un conseiller à l'intégration. Puis dans ce contexte-là aussi, ça dépendait évidemment de la bonne volonté là, de l'employeur d'accepter cette formation-là, d'accepter cet accompagnement-là. C'est clair que les choses fonctionnent mieux quand cet accompagnement-là est souhaité, utilisé, puis vraiment bien implanté. Donc, un employeur là, qui prenait la peine de s'asseoir puis d'essayer de comprendre qu'est-ce que cet employé-là pourrait amener de façon particulière à l'organisation avec ses forces qu'ils ont, puis c'est quoi que cet employé-là a besoin comme soutien pour que les choses fonctionnent mieux. Alors, c'est sûr que ça, c'est vraiment la meilleure situation parce que ça évite beaucoup de difficultés par la suite, de malentendus. Hein. Ça, c'est un des éléments, je dirais, l'autre volet de ma thèse aussi, de ma recherche, sur quelles étaient les caractéristiques organisationnelles qui faisaient en sorte que les personnes autistes demeuraient en emploi une fois qu'ils avaient trouvé un emploi. Puis un des éléments clés, c'était le développement d'une compréhension mutuelle entre l'employé et l'employeur qui était essentiel au développement d'une relation de confiance entre le superviseur direct et l'employé. Encore là, quand l'autisme c'est relié à des difficultés, des particularités d'interaction puis de communication sociale, alors c'est difficile de développer une relation de confiance superviseur-employé, employé-superviseur
quand on n'arrive pas à se comprendre. L'action du conseiller en intégration servait justement à ça, à développer cette compréhension-là mutuelle, notamment en façonnant les attentes. Donc, qu'est-ce qu'une personne autiste dans votre entreprise va être capable de donner en titre de performance? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir contribuer dans votre entreprise? Mais aussi, ça serait quoi les tâches pour lesquelles ça serait plus difficile? Qu'est-ce qu'on pourrait modifier pour que ça fonctionne mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait... comment est-ce qu'on pourrait faciliter son intégration? Donc, en façonnant ces attentes-là, en favorisant la compréhension mutuelle, ça faisait en sorte que les attentes en matière de performance étaient plus facilement atteintes. Autant parce que la personne autiste comprenait mieux qu'est-ce qu'on attendait d'elle, mais autant parce qu'on avait créé des attentes de performance qui étaient plus en lien avec ses caractéristiques particulières plutôt qu'en ayant des attentes de performance un peu diverses ou qui se comparaient à n'importe qui d'autre de l'équipe, mais pour lequel il y avait certains éléments qui étaient difficiles à rencontrer. Par exemple, un programmeur, justement, pour qui, quand les instructions étaient très claires, quand c'était du blanc ou noir, les choses allaient bien, mais les tâches qui demandaient de faire surtout des jugements où là, il fallait intégrer les règles d'affaires puis déterminer, ces éléments-là sont cruciaux, il faut les traiter. Ces éléments-là sont moins cruciaux, puis surtout les problématiques vont se refléter dans peut-être quelques mois. Alors, on va prendre une décision, puis ce qui va venir dans plusieurs mois, on va faire ça un projet subséquent. Cet employé-là, autiste, lui, parce qu'il voyait toutes les interrelations avec tous les systèmes, il y avait beaucoup de difficultés à dire, moi, je vais faire un projet pour lequel je sais qu'il va y avoir des problèmes bientôt, mais je vais me concentrer sur ces éléments-là parce que c'est prioritaire, c'est ça qui doit être réglé maintenant. Donc, ces éléments-là, lui, il n'arrivait pas à le faire, ça le mettait dans un énorme malaise, un énorme stress. Alors, c'était mieux que le gestionnaire ne lui confie pas ces projets-là ou, au contraire, soit très clair dans ses attentes puis soit très explicite en disant « Je sais que ta solution ne règle pas les problèmes X, Y, Z. J'accepte que ta solution ne règle pas les problèmes X, Y, Z. Puis, on va aller régler ces problèmes-là dans un projet plus tard. » Quand il n'y avait pas eu cette discussion explicite-là, le gestionnaire pensait que son employé faisait de l'insubordination parce qu'il donnait l'impression qu'il refusait de faire le projet. Puis l'employé paniquait qu'il allait être congédié parce qu'il ne faisait pas son travail correctement. Donc, on voit que ce manque de communication-là, le manque de compréhension mutuelle-là, était ni bénéficiable, en fait, ni pour le gestionnaire, ni pour l'employé. Dans le fond, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir une connaissance de la dynamique, de la dynamique de l'autisme là, pour être capable de savoir la difficulté d'interprétation de la situation, d'être capable de voir, de ne pas mettre ça en cause. Puis ça veut dire que les employeurs, ça prend des habiletés, soit qui ont été, en tout cas, qui ont été accompagnés, ou soit qui ont des habiletés, en tout cas, d'instinct déjà, ce qui ne doit pas être toujours présent quand même. D'où l'intérêt de toutes sortes de projets qui vivent à faire la sensibilisation, parce que je pense que la première étape, c'est de savoir que tout le monde ne comprend pas les choses de la même façon que nous, et des choses qui nous semblent évidentes peuvent être perçues différemment avec les autres. Puis des fois, ça peut être des gestes très simples. Un gestionnaire me disait, moi, quand j'ai terminé de donner une instruction à mon employé, je lui demande « Qu'est-ce que tu as compris de mes instructions? » Ça permettait de faire un petit récapitulatif pour être certain que tous les points avaient été captés. Puis ce que cette personne-là m'avait dit, c'est que des fois, c'était très surprenant entre ce que moi, j'avais dans ma tête puis ce que la personne avait compris. Il y avait, dans certains cas, là, des distances importantes. Alors, juste en rajoutant cette étape-là, ça lui permettait de capturer les éléments pas très bien compris, de venir réajuster le tir, puis justement, elle-même, d'apprendre comment est-ce que je peux mieux transmettre dans le futur. Donc, c'est pas quelque chose de compris. Par exemple, c'était un événement de levée de fonds où elle avait demandé à la personne, tu compteras les sous. Puis la personne lui avait donné le résultat numérique, mais en sous. Mais pour nous, évidemment, le sou, c'était l'argent, c'était un synonyme. Puis donc, la personne, au lieu d'y donner en dollars, virgule, nombre de sous, elle avait tout transformé en sous. C'est un exemple anodin. Puis là, c'est juste une question de tasser la virgule ici, mais cet exemple-là peut se reproduire dans différentes choses. Donc, d'abord, savoir que
on ne se comprend pas toujours, la compréhension n'est pas toujours si évidente, poser la question « Qu'est-ce que tu as compris des instructions? » Parfois aussi, c'est demander « Comment je pourrais mieux transmettre les instructions? » Certaines personnes vont mieux fonctionner avec des instructions par écrit, par exemple. Ce qu'on voit aussi souvent, c'est qu'on a l'habitude de faire des réunions d'équipe où tout le monde discute, puis où on va se partager les tâches, puis quand on quitte, tout le monde est supposé d'avoir sa petite liste de tâches. Par contre, pour certaines personnes autistes, le format de réunion où il y a beaucoup de gens qui s'expriment, des fois, il y a des choses qui nous concernent un peu moins, des fois, les gens parlent tout en même temps. Il y a des personnes aussi, là, des réunions Zoom, par exemple, ça peut être difficile parce qu'il y a des stimuli sonores différents. Donc, ils peuvent avoir de la difficulté à faire ressortir de ces réunions-là les éléments spécifiques qui leur appartiennent ou ils ont eu de la difficulté à ajouter les points qu'ils voulaient faire valoir durant la discussion parce qu'il y a un rythme dans une conversation. Puis, quand on n'a pas cette capacité-là là, à suivre avec fluidité ce rythme-là, on peut se retrouver après en disant « mais il manquait des éléments là, dans cette conversation-là, puis j'ai jamais eu le temps ou la possibilité de m'insérer dans la conversation pour le dire. » Parfois, il faut être diplomate. Il y a des façons de dire des choses dans des rencontres qui sont pas seulement sur la véracité des faits, mais qui dépendent des relations des personnes en place, des rôles des différentes personnes en place. Donc, une personne autiste pourrait, parce qu'elle sait qu'il y a une dynamique avec laquelle elle est moins à l'aise, pas se sentir à l'aise de parler dans ces réunions-là. Donc, dans ce contexte-là, voir est-ce qu'après la réunion, la personne responsable peut envoyer les points du travail à faire à tout le monde par écrit. Est-ce qu'elle peut solliciter les gens ou solliciter la personne pour voir est-ce qu'il y avait des éléments supplémentaires que tu aurais voulu contribuer qui manquaient dans cette discussion-là, en sachant que la personne, c'était peut-être pas le lieu où elle avait la plus grande aisance de le faire. Donc, encore là, c'est pas des gros gestes, mais ça part du fait que je comprends que le mécanisme de conversation qui nous semble normal et usuel peut être plus difficile et en fait moins accessible à d'autres. Puis je m'assure de correspondre aux besoins de toutes les personnes qui sont en place, y compris des personnes autistes, pour qu'elles puissent avoir leur contribution à la fois dans la discussion, mais qui puissent par la suite aussi avoir les informations qui leur sont nécessaires pour être capables de bien faire leur travail. Quel genre d'accompagnement ont en général les entreprises pour faire ça? Ça prend un accompagnement, puis en gros, est-ce que les entreprises ont accès à cette qualité d'accompagnement que j'entends là? Mais moi, je pense qu'il faut de multiples solutions pour de multiples entreprises, puis de multiples personnes autistes. Chercher la façon de faire, je pense pas qu'elle existe. Mm-hmm. Il y a une grande différence entre un milieu professionnel, un milieu agroalimentaire, un milieu manufacturier, dans le commerce de détail. Donc, tous ces éléments-là, c'est des types de milieux de travail qui ont leur propre dynamique. Par ailleurs, les personnes autistes aussi sont très différentes les unes des autres. Il y en a qui ont besoin d'accompagnement, mais beaucoup plus serré, je dirais, parce qu'ils rencontrent beaucoup plus de difficultés dans l'accomplissement de tâches qui peuvent sembler faciles ou évidentes pour les autres. Il y a des personnes qui ont surtout besoin de soutien sur le plan de la santé mentale parce qu'ils vont vivre beaucoup, beaucoup d'anxiété parce que même s'ils ont des bonnes capacités de compréhension puis d'interaction, en sachant qu'ils ont des difficultés de communication, ils sont toujours dans la crainte de faire les choses pas comme il faut. Ils sont toujours dans la crainte de perdre leur emploi, de ne pas réussir. Donc, là, sur ce point-là, l'aspect santé mentale est beaucoup plus important. Dans d'autres cas, par exemple, il y a des gens qui ont besoin d'accompagnement sur le plan du transport, tout simplement, parce que ils ne peuvent pas se déplacer de façon autonome. Il y a des différences aussi entre Montréal, d'autres villes aussi. Quand il y a une ville où il y a un transport en commun, ça donne des solutions supplémentaires, en fait, pour l'emploi. Quand on est dans un endroit où il faut absolument utiliser l'auto pour se déplacer, pour aller travailler, là, ça demande la collaboration de plus de personnes si la personne autiste elle-même ne conduit pas. Encore là, il y a des grandes différences. Si je parle de la qualité de l'accompagnement, encore là, il va y avoir différentes solutions possibles.
pour les emplois sur le marché régulier du travail, Emploi Québec finance des organismes qui sont là pour offrir du soutien à la fois aux personnes, mais à la fois aux employeurs pour les aider justement à faire en sorte que ça fonctionne bien du côté de l'emploi. Dans certains cas aussi, il y a des subventions salariales qui peuvent être offertes à l'entreprise. Si jamais on sent que la personne a besoin de plus de supervision ou elle aurait une productivité qui est jugée moindre que celle des autres organisations. Dans d'autres cas, ben là, il faut qu'il y ait un peu plus de soutien. Donc, c'est des organisations, là, par exemple, de type communautaire, qui vont créer des occasions de stage, des occasions d'emploi aussi, puis offrir un peu plus de soutien. Puis, ben, dans le réseau de la santé aussi, il y a ce qu'on appelle des plateaux de travail. Puis c'est là aussi que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ben, en fait, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est important des fois quand on commence à parler d'emploi. C'est vraiment de voir, est-ce qu'on est en train de parler d'un emploi, c'est-à-dire un contrat qui découle de la loi sur les normes du travail, ou est-ce qu'on est en train de parler d'un service qui est offert à la personne. Donc, dans un cas, ben, il y a un salaire. Encore là, selon la loi sur les normes du travail, un salaire est jamais plus bas que le salaire minimum. Quand ce n'est pas un emploi dans ce contexte-là, ben là, c'est plus un service qu'on va offrir à une personne dans le but soit de développer ou de maintenir certaines capacités qui sont importantes pour elle-même. Donc, c'est vraiment plus un service qu'on lui offre parce qu'on lui propose des activités qui sont signifiantes pour elle, qui, oui, peuvent inclure des tâches qui sont productives. Puis là, les exigences de productivité peuvent varier, mais elle-même doit être la bénéficiaire principale. Quand on parle d'un emploi sur le marché régulier, c'est sûr qu'on est tous bénéficiaires parce qu'on a un salaire qui nous aide à payer nos factures. Mais quand on est dans un emploi, bien, c'est le besoin de travail d'une entreprise qui est à la source de l'emploi. Et donc, on offre nos services comme travailleurs pour contribuer à la réalisation des objectifs du milieu de travail, des objectifs de l'entreprise. Donc, la logique est un petit peu différente. Et dans ce contexte-là aussi, ce qu'on va demander à l'organisation peut être différent. Quand on est dans un milieu qui offre des activités de travail, mais dans le but de développer puis de maintenir les capacités de la personne, bien, c'est normal que le soutien qu'on lui accorde soit beaucoup plus important. Parce que oui, on veut absolument développer des activités productives, on veut contribuer aussi à l'organisation, à l'entreprise. Mais si la personne, elle ne reçoit pas un salaire, bien là, il faut qu'elle retire quelque chose qui est différent. Donc là, on s'attend à ce que vraiment l'encadrement ait plus d'ampleur dans ce contexte-là. Quand on est dans un emploi rémunéré, un emploi régulier, c'est sûr que pour toute entreprise, bien, il y a du soutien à accorder, mais effectivement, la logique de l'entreprise, c'est qu'elle utilise le travail des personnes pour accomplir les objectifs qui lui sont propres. Donc, elle peut faire appel à des conseillers en intégration là, qui sont gratuits, qui sont aidés. Il y a des programmes gouvernementaux qui peuvent venir soutenir aussi s'il y a des besoins. Mais l'objectif de tout ce soutien-là, ça devrait aussi de faire en sorte que l'entreprise devienne de plus en plus autonome dans le soutien de son employé autiste, puis que la personne autiste aussi développe l'aisance puis les connaissances nécessaires pour être capable de lui-même, par exemple, fonctionner en milieu de travail, d'être capable de nommer aussi ses besoins, puis de dire, bien, quand est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement supplémentaire là, pour justement avoir cette compréhension mutuelle-là, puis que je puisse bien offrir une performance au travail qui soit satisfaisante pour l'entreprise, mais qui corresponde aussi à ce que moi, je peux offrir. Dans le monde, les gens qui se forment pour devenir des gestionnaires en ressources humaines, est-ce que cette adaptation-là, elle est enseignée? Est-ce que ça fait partie des cordes qu'on a à notre arc quand on commence à être gestionnaire en ressources humaines? Je ne pense pas du tout. Puis en fait, c'est un de mes objectifs moi-même, là, puis la raison pour laquelle je suis vraiment contente d'enseigner dans une école de gestion. J'essaye dans tous les cours que je donne d'aborder cette notion-là. Je passe plutôt par le handicap en général, donc toutes les situations de handicap. Mais encore là, j'ai un cours de maîtrise que j'enseigne cette session-ci, puis je vais leur donner une lecture sur un programme d'intégration en emploi, une évaluation coût-bénéfice d'un programme australien
justement pour sensibiliser toute une future génération de gestionnaires et de professionnels en ressources humaines. Là, ça, c'est mon objectif personnel. On parle très peu de ces éléments-là. Quand on en parle, on réfléchit la situation de handicap plutôt dans le contexte du retour au travail, soit après un accident de travail ou une maladie personnelle. Puis là, ben, on va réfléchir à comment est-ce qu'on réintègre la personne avec l'idée souvent que la personne éventuellement va retourner à son état normal avant. On regarde très peu ces questions-là sous l'angle de ben, quand une personne arrive en emploi, donc propose sa candidature alors qu'elle est déjà en situation de handicap, comment est-ce que je peux m'assurer de bien comprendre c'est quoi ses qualifications, même si cette personne-là, elle est différente des candidats que j'ai l'habitude de recevoir. Comment est-ce que je peux adapter la formation si ben, la formation qui est usuellement offerte n'est pas dans un format qui est approprié ou qui est la façon la meilleure pour la personne de comprendre puis d'apprendre. Puis, est-ce qu'il y a des politiques qui créent des obstacles à ces personnes-là dans mon organisation? Donc ça, c'est très, très peu enseigné. Puis en fait, je dirais même que dans la littérature, il n'y a pas grand-chose. D'un côté, il y a les études sur la littérature qui parle du handicap, qui est souvent les Disability Studies, donc soit dans une perspective de défense des droits, soit dans une perspective de politique gouvernementale, ou encore là, on regarde les interventions que les professionnels peuvent faire pour soutenir les personnes en situation de handicap. Mais il n'y a pas grand-chose qui regarde qu'un gestionnaire en ressources humaines, ce qu'un superviseur direct ou ce qu'une organisation peut faire. Quand on regarde la littérature du retour au travail après un accident de travail, encore là, il y a beaucoup de choses qui sont regardées. Mais encore là, c'est toujours avec l'idée qu'il y avait un lien d'emploi préalable où il y a eu une rupture, puis là, ben, il faut réétablir ce lien d'emploi-là. Donc, il y a vraiment des petits bouts dans la littérature qui manquent, justement pour dire, ben, qu'est-ce qu'on peut dire aux superviseurs directs, aux gestionnaires en ressources humaines, aux dirigeants d'entreprise face à des candidatures de personnes autistes ou toute autre personne en situation de handicap. Pourtant, c'est pas d'hier quand même qu'on a des gens avec des besoins particuliers, puis j'ai comme l'impression qu'on n'est pas si avancé que ça dans comment on va gérer au niveau des ressources humaines. Je me trompe-tu? Dans un de mes cours, je donne un texte à lire aux étudiants. Quelles sont les pratiques avant-gardistes des organisations face aux personnes en situation de handicap? Et c'est un texte qui a été écrit en 2009. Et malheureusement, on pourrait réécrire le même texte encore. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan des droits. Hein, le droit à un accommodement raisonnable a été très bien encadré par la jurisprudence découlant de la charte. Et malheureusement, ça peine encore là, à se transposer dans les pratiques usuelles. Moi, j'essaie de trouver une source d'optimisme dans le fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'étudiants en situation de handicap qui fréquentent les établissements scolaires, qui fréquentent les universités. Donc, côtoyer des personnes en situation de handicap, ça devient de plus en plus, je dirais, une expérience normale dans le cadre de ces études. Alors, on peut espérer que les gens considèrent que ça va demeurer une expérience normale dans le milieu de travail. Donc, ils seront plus étonnés de voir un candidat en situation de handicap se présenter lors d'une entrevue d'emploi puisqu'ils ont côtoyé dans le cadre de leurs études. Donc, ça, c'est un élément d'optimisme. Je dirais l'autre élément aussi, c'est que plus la population, puis surtout la force de travail vieillit, bien, plus on est susceptible d'avoir des personnes en situation de handicap parmi nos collègues. Donc, encore là, puis souvent, quand je commence des conférences, je demande aux gens, bien, est-ce que vous connaissez des personnes en situation de handicap dans vos milieux de travail? Souvent, la réponse, c'est non, pas vraiment. Puis quand j'explique un peu plus c'est quoi les types d'incapacité, d'où ça vient, j'avance un peu plus, puis là, finalement, les gens se mettent à faire des liens. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui a eu un AVC, puis qui revient après dans le milieu de travail, mais il y a une plus grande fatigabilité, il y a peut-être eu des difficultés de mobilité,
quelqu'un qui développe des problèmes de dos qui fait en sorte que, éventuellement, il y a des problèmes de mobilité, il ne peut pas rester assis toute la journée, il faut qu'il fasse des choses différentes, qui a besoin souvent de s'absenter. Quand on met tout ça ensemble, les gens finissent par dire « Ah, finalement, il y a plus de gens que je pensais qui sont en situation de handicap. » Puis là, je trouve que c'est une autre porte où là, on peut ouvrir la discussion pour dire pourquoi on conçoit nos milieux de travail pour des travailleurs théoriques qui sont en parfaite santé, qui, tous les jours de leur vie, vont être capables de fournir une productivité égale, au lieu de concevoir nos organisations pour les vrais humains qu'on trouve, des gens qui ont des variations dans leur capacité, que ce soit journalière. On n'a pas la même productivité tous les heures de la journée. On n'a pas la même productivité tous les jours de la semaine, ni toutes les saisons. En tout cas, moi, je sais que l'hiver, quand on manque de luminosité, c'est un peu plus difficile. Quand on arrive la dernière semaine avant les vacances, là, des fois, là, c'est un peu plus difficile. Dans notre vie aussi, si chez les femmes notamment, là, quand ils sont enceintes, tout d'un coup, la productivité diminue. Quand un enfant ou un parent est malade, a besoin de soutien, on peut avoir un peu moins de productivité. C'est toutes des situations de vie que tout le monde peut vivre, qui fait en sorte que notre productivité, nos capacités vont varier à travers le temps. Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas nos organisations en fonction de toutes ces vraies personnes-là, nos politiques, nos attentes, les tâches, plutôt que de toujours faire ça en fonction d'un travailleur idéal qui, en fait, n'existe pas vraiment, on ne peut pas exister sur le long terme, puis de toujours être en train de créer des accommodements pour rattraper quelque chose qui, en fait, n'existe pas tant que ça. Bon, non seulement il n'y a personne qui est tout à fait normal, et en plus, il y a personne qui est tout à fait parfait. Ça fait un bail que les employeurs font passer des tests de personnalité à leurs employés pour tirer le meilleur d'eux. Est-ce qu'il y a un équivalent avec le spectre de l'autisme? Souvent, tous les outils qu'on va nommer psychométriques pour aider à mieux connaître les personnes ont été bâtis sur des populations normatives. Donc, des populations de personnes sans handicap, sans nécessairement incapacité de tout type. Ce qui fait en sorte que c'est un défi, puis c'est un défi aussi pour la recherche sur l'emploi avec les personnes autistes, c'est qu'il y a toutes sortes de mesures qui existent dans le domaine de la recherche organisationnelle, par exemple des mesures d'engagement, des mesures de sécurité psychologique, des mesures de motivation. Tout ça a été bâti pour des échantillons de personnes qui ne sont pas neuroatypiques. Alors, il y a tout un défi si on veut faire avancer la recherche sur les personnes autistes en milieu de travail, c'est qu'on est limité par des mesures qui n'ont pas été conçues pour elles, qui peuvent soit poser des questions qui vont être comprises différemment par ces personnes-là, qui ne vont pas capturer aussi l'expérience particulière de personnes autistes qui peuvent vivre dans un milieu de travail, qui peuvent être juste trop abstraites, par exemple, pour certaines personnes autistes qui aiment mieux réfléchir avec des concepts abstraits. Donc, si on veut essayer d'utiliser ces mesures-là, on risque d'exclure les personnes ou de ne pas bien représenter leur expérience ou leurs caractéristiques en lien avec les employés. Donc ça, c'est un autre champ, moi, je pense qu'il faut développer dans la recherche, c'est d'être capable d'identifier des mesures qui vont être adaptées à la fois pour des employés typiques puis des employés neuroatypiques pour être capable de vraiment bien comprendre puis bien représenter l'expérience puis améliorer donc nos résultats de recherche puis nos connaissances des personnes autistes dans le milieu de travail avec leur expérience particulière puis ce qui peuvent contribuer là, en milieu de travail. Là, je vais y aller un peu grossièrement, mais est-ce que ça veut dire que ça amènerait comme un profil qui aurait plus de succès? On pourrait identifier un profil qui a plus de succès en milieu de travail? Mais en fait, je pense que ça nous permettrait de mieux comprendre l'expérience des personnes autistes en milieu de travail à partir de leur propre expérience, parce que souvent, à l'heure actuelle, on pose un regard neurotypique sur leur expérience, puis c'est notre voix comme neurotypique qui s'exprime là-dedans. Si on va aller chercher un peu plus la voix des personnes autistes, leur expérience propre dans la recherche, il faut aussi être capable de créer des outils qui leur permettent d'exprimer leur propre expérience.
encore là, c'est tout un défi. Puis je pense que dans le projet Osiris, vous l'avez vécu, hein, avec comment faire s'exprimer des gens qui ont peut-être une difficulté avec le langage ou une difficulté là, d'exprimer là, de façon de relater une expérience puis leur propre vécu de cette expérience-là avec suffisamment de détails pour la recherche. Moi aussi, j'ai eu cette difficulté-là là, quand j'interviewais des personnes autistes, puis visiblement, ce n'était pas le bon format pour aller chercher leur expérience. Mais je pense qu'en allant chercher cette voie-là, puis en développant des meilleurs outils pour comprendre leur perception, bien nous, ça va nous aider aussi à mieux construire des milieux de travail, puis mieux construire des interventions qui vont viser le milieu de travail pour accueillir puis les inclure. Est-ce qu'il y a des types de tâches qui sont plus propices à l'inclusion en milieu de travail? C'est sûr que pour certaines personnes autistes, des tâches concrètes, des tâches qui peuvent être répétitives, des tâches qui peuvent être aussi qu'on peut leur permettre de faire selon leur propre méthode plutôt que d'imposer une méthodologie stricte, ça peut être utile. Donc, ça parle de certains types de travail, du travail, par exemple, où il y a moins de place au jugement. Mais ça, c'est pas pour toutes les personnes autistes encore là, parce qu'on peut trouver des personnes autistes qui ont une grande créativité, des personnes autistes qui ont des façons très originales de résoudre des problématiques aussi. Moi, je connais des personnes autistes qui sont d'excellents conférenciers aussi. Donc, il faut faire attention que oui, certes, pour certains types de profils, il y a des milieux puis des tâches qui peuvent être plus facilitantes. Il ne faut pas quand même créer des barrières là où il n'y en a pas, puis s'empêcher de diriger des personnes autistes vers des sujets pour lesquels ils ont une passion. Je pense qu'il faut surtout les accompagner dans le développement de leur propre capacité, de leur propre intérêt, de leurs propres besoins aussi, parce que des fois, c'est en essayant des choses qu'on découvre qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qui nous aide à mieux performer. Et donc, je pense que cet accompagnement-là, c'est ce qui va permettre de trouver les bons types d'emplois pour les bons types de personnes dans les bons types d'entreprises. Ce balado est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil de recherche en sciences humaines. Souvent, non, mais c'est ça, j'aime bien parler de l'autisme puisque je me suis quand même renseigné sur le sujet. Je dirais pas que je suis expert dedans, mais puisque je le vis, j'ai quand même un bon point de vue dedans. As-tu lu des articles oui, scientifiques là-dessus? Oui, un peu. J'ai lu de quoi, j'ai vu les comportements. C'est sûr que des fois, par contre, c'est souvent fait par des neurotypiques. Donc, des fois, le point de vue, je le partage pas en entier ou je le partage une version légèrement différente parce que je le vis pas pareil comme qu'ils le décrivent. Ouais. C'est ça. C'est comme que, par exemple, la description du... Parce que maintenant, le TSA, c'est la description du DSM-5, qui est en gros la description médicale, mais elle est extrêmement sévère. C'est vraiment le... Si tu prends l'état pur de théoriquement, qu'est-ce que ça pourrait être. Mm-hmm. Donc, c'est un point de vue plus dur à supporter. Ah, c'est parti où? Ah, coucou. Allô, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pogner un bac, on va se loader d'oignons. OK. On va les nettoyer pour commencer à faire les sacs d'oignons. D'accord. Je vais aller chercher un autre bac.